Bonjour David, merci beaucoup d'avoir répondu présent pour cette action autour des violences éducatives ordinaires. Je te laisse dans un premier temps te présenter et ensuite, et tu nous le permets, te poser des questions en fonction de ce que tu nous diras. Ok, très bien. Bonjour Sandrine, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle David Dutart. J'ai derrière moi une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine de l'éducation, à la fois comme professeur des collèges, mais aussi comme éducateur spécialisé, et puis dans l'accompagnement aussi des personnes en tant que formateur. Euh, je suis papa de deux enfants. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je tire mon expérience autour de l'éducation, en partie aussi d'un temps de vie en Suède. J'ai vécu 12 ans là-bas, ce qui me permet en fait de comparer deux visions différentes de l'éducation et deux mondes et deux expériences différentes sur ce domaine-là. Alors moi, je t'ai rencontré par l'intermédiaire de Marion Claire que nous avons fait venir en Mhm. 2019 pour qu'elle nous parle et qu'on visionne une deuxième fois son film. Et elle me dit, mais tu as de la chance Sandrine parce qu'en fait, tu as David qui habite à Strasbourg, en tout cas pas loin en Alsace. Oui, c'est Et, vrai. et David, en fait, il fait partie de ces personnes qui ont eu toute une expérience aussi en Suède, qui ont eu la chance de rencontrer, je te laisse le dire, Jesper Juhl. voilà. Voilà, parce que si moi la française ça donne j'espère Jules, et qui est un pédagogue en fait que chez nous en France en tout cas nous ne connaissons pas bien et qui est connu par contre à l'international. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta rencontre et de l'acte un petit peu fondateur de ton engagement justement concernant le domaine de l'éducation et des VO? Oui. Et ben alors avant même Jesper Juhl, je crois que la première grosse confrontation pour moi avec le thème de la violence éducative, c'est quand je suis arrivé en Suède, où très vite en fait des jeunes de mon âge qui avaient une vingtaine d'années, qui eux-mêmes avaient grandi après l'interdiction des violences éducatives, qui me confrontent en me disant ah mais t'es français, là-bas vous frappez les enfants. Et donc moi je dis bah, non, enfin oui, enfin frapper les enfants, enfin on donne une fessée mais c'est pas frapper les enfants. Donc j'étais dans un déni du fait qu'une fessée puisse être une violence. Et donc de là, j'ai commencé de creuser un petit peu, de regarder, d'observer autour de moi. Et je voyais bien qu'effectivement, il tapait pas les enfants. Euh, et puis donc après, je suis devenu papa là-bas. C'est là qu'on m'a offert notamment cet ouvrage-là de ISPU, Le regard de ton enfant est compétent, qui très vite en fait il dit clairement les choses. L'essentiel de ce qu'on appelle l'éducation, c'est à la fois inutile et nocif. Donc ça fait un peu waouh, ça bouscule et ça remet en question beaucoup de choses parce que du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et donc de là, voilà, j'ai continué mes lectures et puis je suis revenu vivre en France. Et là, deuxième confrontation avec, avec la violence éducative ordinaire, parce que du coup, moi j'avais intégré que on ne frappe pas un enfant, on ne punit pas un enfant, toutes ces choses-là. Et puis je me suis retrouvé ici avec voilà, des menaces de punition que j'entendais, des claques qui tombaient, même dans les lieux publics. Donc je me suis dit, il y a un moment, il faut que je fasse quelque chose. J'ai envie de m'engager. Donc en creusant un petit peu sur Internet, j'ai découvert l'OVO, l'Observatoire des violences éducatives ordinaires. Et puis du coup, j'ai lu les ouvrages d'Alice Miller, de Lévier Morel. J'ai participé à des colloques. Je me suis engagé dans l'association OVO pendant quelques années. Et puis en parallèle, j'avais toujours ces ouvrages de Jesper Juhl qui étaient là, présents là, et où je me disais il faut faire découvrir ça au monde francophone parce que c'est une telle remise en question de tout ce qui concerne en fait, de tout ce qu'on pouvait savoir sur les enfants, sur les relations humaines, sur les relations éducatives. Et donc à partir de là, je me suis attelé pour trouver un traducteur, j'ai commencé à faire les traductions aussi de ses ouvrages. Et puis je me suis formé chez lui. Donc Jesper Juhl, c'est un thérapeute familial danois. C'est la référence dans les pays scandinaves sur ces 40-50 dernières années. Il est décédé là, il y a 18 mois maintenant, donc il est plus de ce monde. Mais ses ouvrages restent porteurs d'un message
qui invite à un changement profond, vraiment sur les relations aux enfants, et puis de fil en aiguille, en fait, sur les relations tout court. Est-ce que tu peux nous parler alors brièvement des 5 piliers de l'éducation dont il parle? Dont il parle, en fait, il sort de toute méthode éducative pour nous amener en fait à regarder ce qui se passe dans la relation, à expérimenter pardon, dans la relation aux enfants, et à partir de là d'être dans un apprentissage à double sens, c'est-à-dire on a autant à apprendre des enfants, si ce n'est plus, qu'on a à leur apprendre en fait. Bien sûr, nous on vient au monde, enfin l'enfant vient au monde sans expérience, sans l'expérience de vie qu'on a, donc c'est là aussi tout ce qu'on peut leur amener, leur partager. Mais ce qu'on peut essentiellement partager, c'est des valeurs. Et donc il nous donne en fait plutôt qu'une technique, parce qu'il n'y a pas de technique miracle, il n'y a pas de recette pour éduquer les enfants. Par contre, il nous donne des valeurs. Et la valeur fondamentale, c'est la notion d'équidignité, qui est un terme qui existe dans les langues scandinaves, mais qu'on a inventé quand on a traduit les ouvrages des Espagnols pour la première fois, avec cette idée en fait que l'enfant a la même dignité humaine que l'adulte. Et on a choisi ce mot pour le différencier de la notion d'égalité, parce qu'on ne peut pas parler d'égalité dans la relation aux enfants. L'enfant, il est dépendant de l'adulte. L'adulte, il a tous les pouvoirs sur l'enfant quand l'enfant vient au monde. Par contre, il a la même dignité humaine. Et derrière la notion d'équidignité, la notion d'équivalence, c'est-à-dire que dans tout ce qu'exprime l'enfant, ou tout ce qu'exprime l'enfant dans la relation à l'adulte, a la même valeur pour la relation que ce que moi-même j'exprime. C'est-à-dire concrètement, mes besoins, mes limites, mes pensées, mes rêves, tout ce qui me fait moi, ça a autant de valeur pour la relation que ce qu'exprime l'enfant, c'est-à-dire ses besoins, ses limites, ses pensées, etc., etc. Mais que l'enfant, il est capable d'exprimer ça dès la naissance. Par contre, il est dépendant de l'adulte pour que tout ce qu'il exprime soit entendu, reconnu, et puis dans le meilleur des cas, satisfait. Il y a bien sûr des choses qu'on ne peut pas satisfaire, parce qu'il y a des besoins qui... Parfois, on est obligé de faire passer nos propres besoins avant. Mais donc cette notion d'équidignité, elle amène une horizontalité dans la relation. Et l'adulte, il est dans cette relation horizontale, en fait, responsable de la qualité de l'interaction. L'enfant, il ne peut pas porter la responsabilité de la qualité de la relation sans que ça pèse sur ses épaules, sans que ça nuise à son développement, à son épanouissement et à sa propre estime. Donc, ce qui signifie en fait que l'adulte est le seul responsable de la qualité de la relation. Alors quand je dis ça, ça surprend un peu. Moi, ça m'a fait tilt aussi au départ, en me disant mais quand même, il y a des fois où... est-ce que ça veut dire que c'est ma faute ? Et c'est pas de ça dont il s'agit. On a tendance parfois à associer le mot responsabilité avec la notion de culpabilité. C'est deux choses différentes. Quand il dit l'adulte est seul responsable, ça veut dire que quand il y a quelque chose qui se passe dans la relation à l'enfant, qui dérange, qui dysfonctionne, et ce de manière récurrente, c'est à l'adulte, en tant que responsable de la qualité de la relation, de faire un pas de côté pour aller essayer de creuser, mais qu'est-ce qui se passe ? Parfois ça vient de l'enfant, parfois ça vient de l'adulte, parfois ça vient tout simplement de l'environnement et de la temporalité qui fait que juste là on ne se rencontre pas, et donc ça dysfonctionne. Ce qui fait que du coup on est amené à prendre une responsabilité, mais pas à se sentir coupable de ce qui se passe. Donc ça c'est l'aspect, je dirais, qui amène cette horizontalité dans la relation. Et en même temps, l'enfant étant dépendant de l'adulte, il a besoin de l'adulte comme figure d'autorité. Et c'est souvent ce qui est peut-être un peu reproché, ou la peur que certains adultes peuvent avoir quand on parle de non-violence envers les enfants, plus de fessées, on n'a plus le droit de faire, du coup c'est les enfants rois, blablabla. Enfin, il y a tout le monde des bisounours, enfin on peut en dire tout un tas de choses. Mais l'enfant, il a besoin de l'adulte comme figure d'autorité. Par contre, cette approche, elle nous fait sortir de l'autoritarisme, et c'est pas la même chose. L'autoritarisme, c'est l'adulte qui a tous les pouvoirs. Là, quand on parle de figure d'autorité, dans cette approche que met en avant Jesper et ses collègues au Danemark, c'est l'idée que l'adulte, il développe une autorité personnelle. C'est-à-dire qu'on va développer son autorité par rapport à la personne qu'on est. Donc on ne se fait pas respecter en tant qu'adulte juste parce qu'on est un adulte, parce que là c'est de la soumission. Par contre, on va se faire respecter pour la personne qu'on est.
Et pour développer une autorité personnelle, on s'appuie sur 3 valeurs, c'est l'intégrité, la responsabilité personnelle et l'authenticité. Ce qui signifie que quand on agit de manière intègre, c'est-à-dire qu'on respecte sa propre intégrité et qu'on respecte l'intégrité de l'autre, de l'enfant, du coup on agit de manière responsable. Et quand on le fait aussi de manière authentique, parce qu'il ne s'agit pas juste d'appliquer des modèles, mais de le faire de manière vraie dans la relation à l'autre, pour que l'enfant ressente que c'est vrai, et ben du coup, on agit de manière intègre, on agit de manière responsable et de manière authentique. On développe à ce moment-là une autorité personnelle. C'est-à-dire que l'enfant va nous respecter pour la personne qu'on est. Et cette notion d'authenticité est très intéressante parce qu'effectivement, on voit se développer tout un tas de propositions de développement personnel ces dernières années avec finalement l'idée que chaque adulte pourrait trouver son vrai soi. Et ça me fait vraiment penser à cette notion de conditionnement. C'est-à-dire que les adultes, à un moment donné de leur vie, s'aperçoivent que peut-être que les actes qu'ils posent ou les choses qu'ils disent aux autres êtres humains, en fait, ne correspondent pas forcément à ce que eux ressentent, mais à ce que plutôt ils ont entendu. Et je trouve que c'est très intéressant de l'amener aussi dans l'éducation et d'amener cette notion-là, puisque en fait l'enfant, quand on le sait très bien quand on est parent, en tout cas, c'est que quand tu dis non à un enfant que tu penses oui, l'enfant il va avoir une réaction parce que lui il est capté, enfin il est vraiment, il s'adapte à ton émotionnel, donc il sait que tu dis oui. Oui, complètement. Est-ce que tu peux en dire plus sur cette notion? Par rapport à ce que tu disais au début, là, le côté, effectivement, c'est de plus en plus présent dans le milieu, dans le monde des adultes, dans le milieu du développement personnel. Ça me fait penser à un ouvrage de Thomas d'Ansembourg, qui, je crois, s'appelle Soyez vrai, cessez d'être gentil. Et on est vraiment dans ce changement de paradigme, où, effectivement, on a appris à obéir aux adultes, à être gentil. On veut justement des enfants qui soient sages, dociles, obéissants. L'approche de Jesper Juhl, elle nous fait sortir de ce paradigme-là pour aller dans passer de l'obéissance au paradigme de la responsabilité. Et c'est pas, il n'invite pas à désobéir, c'est pas ça, parce qu'on a tendance à penser justement en opposé, obéissance, désobéissance. Non, là on parle d'une alternative. Ce qui fait qu'en fait, l'enfant, en accompagnant l'enfant vers la responsabilité, on amène l'enfant à pouvoir quelque part choisir à qui et comment il va obéir. C'est-à-dire s'il sent qu'il est dans le respect, il va pouvoir aller dans le sens de ce que l'adulte demande et donc lui obéir. Par contre, lorsqu'il s'agit de soumission, là il va pouvoir dire non. Et du coup, passer mais du coup la question qui est derrière, c'est est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on veut des enfants qui soient capables de s'affirmer et dire non, là je vais pas dans ton sens? Mais en même temps, si on veut le respect réciproque dans la relation, c'est la même chose, il faut qu'on commence par nous. Si nous, on veut que l'enfant il aille dans notre sens, il faut que quand l'enfant demande qu'on aille dans son sens, qu'on puisse aussi le faire de temps en temps. Donc il faut que ça aille dans les deux sens. Après, la question de l'authenticité et de la manière dont l'enfant il s'adapte, justement, Juhl là-dessus utilise le terme coopération. Il dit l'enfant il coopère tout le temps. Alors, au début, moi, j'ai plutôt tendance à me dire, mais attends, il y a des moments là, il ne coopère pas. Là, il va vraiment pas dans mon sens, donc je ne peux pas dire qu'il coopère. Si, en fait, même dans ces situations-là où l'enfant fait ce qu'on appelle des caprices, justement, moi, c'est un mot que je n'utilise pas. En fait, comme tu le disais tout à l'heure, l'enfant, il a cette capacité de s'accorder émotionnellement à ce qu'on vit intérieurement et à l'ambiance qui règne dans la relation. Et c'est pour ça que cette notion d'authenticité est importante. Si ce qui est à l'intérieur de moi est en cohérence avec ce que j'exprime, du coup, je suis cohérent, je suis intègre, je suis vrai, donc l'enfant, il a un signal et un message qui est clair. Mais si je lui dis quelque chose et puis qu'à l'intérieur, il y a autre chose, lui, il s'accorde avec ce qu'il y a à l'intérieur. Donc lui, il voit le double langage. Et quand on le dit souvent, l'enfant, il ne fait pas ce qu'on lui dit de faire, il fait ce qu'on fait. Parce qu'aussi, il apprend par imitation. Et donc sur ce plan-là, le développement de la responsabilité personnelle, de l'intégrité, de l'authenticité, ça s'apprend
par l'imitation. Donc ils ont besoin vraiment de nous comme modèle pour justement développer cette autorité personnelle. Après, nous, on n'a pas eu ces modèles-là souvent. Si on a eu une éducation ou si on a grandi dans un milieu autoritaire où il fallait juste obéir, ben, comment ça, prendre soin de moi, prendre ma responsabilité, prendre soin de mon intégrité? Ben non, quand je faisais quelque chose, boum, on me donnait une claque, par exemple. Donc mon intégrité, au contraire, elle a été attaquée. Et du coup, on a intégré d'autres modèles. Au point même, on le sait aujourd'hui, par rapport à la violence éducative ordinaire, que ces violences qu'on subit au titre d'éducation pour notre bien, soi-disant, elles impliquent dans notre cerveau l'enregistrement du fait que ce ne sont pas des violences. Donc on est dans un déni du fait que ces violences puissent être effectivement des violences. C'est vraiment, vraiment le cœur de la problématique liée aux violences éducatives, c'est que l'amour est mêlé à la violence et du coup que la violence n'est pas du tout vécue ou vue comme une violence. Et c'est bien le problème des parents et des enfants par rapport à... Oui. Comment on sait que c'est une violence? Est-ce que toi tu as une réponse? Ben, je crois qu'on le sait là. Ça aussi bien l'enfant qui se prend une tape sur la main ou une fessée ou qui se fait mettre au coin sans qu'on sache ce qui se passe. L'enfant il le ressent et nous aussi on le ressent. Même quand c'est un geste qui part, parce qu'on a tous des moments, des gestes qui partent ou des mots qui partent parce qu'on peut aussi blesser avec les mots, on le sait parce qu'on est l'espèce humaine a ce sens de l'éthique, ce sens moral, on le ressent intérieurement. Donc quand on fait un geste envers nos enfants et qu'on ressent ce petit pincement au ventre ou c'est qu'il y a quelque chose qu'on a fait qui n'est pas chouette. Après, ça ne veut pas dire qu'on est coupable pour ça, parce que nous-mêmes, on a reproduit des choses, comme tu le disais tout à l'heure, c'est souvent un conditionnement. L'enfant, on le sait aujourd'hui, il est fondamentalement tourné vers les autres, c'est un être fondamentalement social, fondamentalement altruiste, doué d'empathie, qui ne souhaite qu'une chose, c'est être en lien avec les autres pour continuer de grandir et de s'épanouir. Bien sûr, il a besoin de l'encadrement et de l'accompagnement de l'adulte. Comme je dis, il est dépendant de l'adulte pour que ses besoins soient satisfaits durant les premières années de sa vie. Mais on sait que ces gestes sont une atteinte à l'intégrité de l'enfant. Qui dit atteinte à l'intégrité de l'enfant, l'enfant il est blessé dans sa propre estime. Et j'aime bien une phrase justement, Yespeyou, il dit l'enfant, il ne cesse pas d'aimer ses parents, mais il cesse de s'aimer lui-même quand il est atteint dans son intégrité, quand il est blessé dans son intégrité. Et on parle de gestes, et on parle aussi de violence du coup psychologique et verbale. C'est vrai qu'il y a pas très longtemps, il y avait une pub, enfin il y avait comme ça un petit film qui avait été passé, alors presque inaperçu, mais sur l'effet de ces mots qui sont dits et les effets à long terme sur un être humain. Est-ce que toi tu oui, je crois qu'aujourd'hui on s'interroge justement beaucoup sur les violences physiques, les violences psychologiques. Est-ce qu'il y en a une qui est pire que l'autre? Je crois qu'on sait aujourd'hui que c'est les mêmes mécanismes en fait au niveau de ce qui se passe dans le cerveau. Ça amène au déni du fait que ce sont des violences. Ça entraîne le développement du sens de la culpabilité. On se sent coupable par rapport à tout ce qu'on entend, par rapport à soi-même ou tout ce qu'on vit comme violence. Et du coup, on intègre le fait que quand je suis dans une situation de conflit avec quelqu'un, j'ai le droit de faire usage de la violence. Donc ça nourrit cette idée de la loi du plus fort finalement, mais qui n'est au fond que qui est destructive pour les deux, parce que même celui qui croit gagner, en fait, il ne gagne pas. Dans un conflit, quand on fait usage de la violence, il n'y a que des perdants. Dans un mode relationnel où il y a de la réciprocité, les deux sont gagnants. Et donc si on se place dans des relations qui sont empreintes de réciprocité,
En fait, il faut être prêt quelque part à faire un travail en profondeur sur soi, parce que pour accompagner l'enfant dans le développement de sa propre estime, et ben, il faut nous-mêmes, puisqu'on est modèle, qu'on travaille au développement de notre propre estime. Et du coup, c'est vraiment là où on voit ce changement de paradigme, dans le sens où, dans une approche autoritaire de l'éducation, c'est l'adulte qui sait tout et qui va apprendre à l'enfant comment on doit être, alors qu'en fait, dans une approche empreinte de réciprocité, ben, on est dans un apprentissage à double sens. C'est-à-dire qu'on a autant à apprendre de l'enfant, si ce n'est plus, que nous-mêmes, on peut leur apprendre de choses. Et du coup, quelles actions tu mènes dans ce domaine? Alors, ben, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, au sein du Family Lab, le laboratoire des familles, on est un petit réseau en France. On propose des ateliers, des conférences, des accompagnements individuels ou familiales également. On propose des formations pour les professionnels. Ce qui me permet à moi d'être en tant que responsable du Family Lab, d'animer le réseau, de sensibiliser, d'être justement dans des actions de sensibilisation. J'ai fait beaucoup de conférences sur le thème justement des violences éducatives pour faire prendre conscience du fait que ces violences sont des violences, qu'elles ont des conséquences, qu'on a tous des comportements qui sont destructeurs, mais qu'on a aussi tous des comportements qui sont chouettes, qu'on doit garder, qu'on doit promouvoir, mettre en avant. Donc ça, c'est l'aspect vraiment sensibilisation, information et accompagnement de mon travail. Après, moi, je me considère comme un praticien relationnel, quelqu'un qui est sur le terrain. J'aime beaucoup ça et justement, c'est vraiment dans l'idée du laboratoire des familles, hein, qu'il n'y a pas de recette toute faite, mais que c'est dans l'expérience relationnelle qu'on peut grandir soi-même et accompagner l'autre dans son épanouissement. Et du coup, ben, au quotidien, là actuellement, je travaille comme éducateur spécialisé auprès d'adolescents qui sont placés en famille d'accueil. Et je travaille dans un rôle de charnière entre l'adolescent, la famille d'accueil, la famille d'origine, avec comme axe de travail en fait les relations et la qualité des relations entre les uns et les autres. Du coup, c'est pour moi une manière de continuer de me nourrir et de mettre en pratique en fait ce que je peux dire lors de conférences ou d'interventions et de me nourrir de l'expérience du terrain pour illustrer aussi ce que les propos, les valeurs que Yes Youl et toute l'équipe du Family Lab mettons en avant. Parce que du coup, pour moi, c'est aussi une question de cohérence dans l'accompagnement des jeunes aujourd'hui. En fait, mon travail, il est de créer en fait un espace de parole où justement on va pouvoir expérimenter la relation d'équidinité, où je vais pouvoir moi-même modéliser une forme d'autorité personnelle pour permettre à l'enfant, à l'adolescent, pour permettre par exemple à la famille d'accueil de développer leur propre autorité, leur autorité personnelle et d'être nourris dans leur propre estime. Donc c'est ces valeurs en fait et ce fil rouge pour moi qui est la notion d'estime de soi, c'est au cœur de ma pratique professionnelle au quotidien, sinon ça n'aurait pas de sens. En tout cas, c'est ce qui me semble le plus important pour moi, d'être du mieux que je peux, de mettre en accord ces valeurs dans mon travail au quotidien, tout en sachant que, comme tout le monde, on est en chemin, c'est un chemin et on avance. Il y a des choses à apprendre tous les jours et moi je crois que ce qui est une des choses les plus importantes dans justement cet apprentissage à double sens, c'est le changement de regard que les enfants nous amènent à porter sur eux, c'est-à-dire à prendre un peu de recul sur ce qui nous amène à vivre, essayer de voir les choses avec leur propre regard, tout en gardant notre regard d'adulte et puis après de les confronter et puis de dire tiens, comment je fais là, tiens, qu'est-ce qui m'a appris là, et de voir parfois les choses difficiles qu'on a à traverser, parce que les enfants et les adultes, parce qu'après ça touche à toutes les relations, on est amené à vivre des choses qui sont difficiles dans les relations à l'autre. Si on se place dans cette posture, on peut essayer de le voir comme un cadeau,
un cadeau qui nous amène à grandir et à nous épanouir nous-mêmes, et à permettre du coup à l'autre de se saisir de ça lorsque c'est difficile pour lui. Et donc toi, David, si tu avais un super pouvoir, qu'est-ce que tu changerais là, tout de suite, maintenant? Donc moi, si j'avais un souhait, je pense que la chose la plus importante, ce serait de pouvoir faire bouger les choses au niveau des écoles, de l'enseignement, pour sortir du paradigme de la punition ou de cette discipline punitive qui est le quotidien de tous ces jeunes qui sont en collège, et alors je parle du collège parce que je travaille essentiellement avec des adolescents, mais la punition, voilà, c'est dès la petite enfance qu'elle est mise en place. Pour moi, c'est une violence éducative ordinaire puisqu'elle fait partie du quotidien de ces adolescents, de ces enfants. On sait que la punition, elle est à la fois nocive, inutile, contre-productive. J'entendais encore récemment un échange entre deux collègues professeurs qui disaient oui, en parlant d'un élève qui disait celui-là, oui, j'ai encore dû lui mettre une retenue, et alors ça marche? Non, ça marche pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais le coller. Donc en fait, on est dans la répétition de ce genre de choses. On oublie là qu'il y a deux êtres humains qui sont en fait en relation l'un avec l'autre, et que une partie du travail de l'enseignant, c'est aussi la relation qu'il a avec les élèves qu'il a entre ses mains au quotidien. Bien sûr, ça demande une certaine remise en question de sa posture en fait dans le quotidien. C'est pas évident parce que du coup, ça demande à ce qu'on regarde sa propre pratique autrement. Et ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait qu'en tant que parent, on peut essayer de voir comme un cadeau les moments où les enfants ils viennent nous titiller sur des choses qui nous déplaisent, qui nous font mal, qui nous font nous remettre en question. C'est la même chose pour l'enseignant. Quand l'adolescent ou quand l'enfant, l'élève, il vient remettre en question la pratique de l'enseignant, j'aurais envie de dire, c'est une invitation à regarder le monde de l'enfant et de l'élève autrement. Et du coup, je dirais, mon souhait, c'est que l'enseignant il puisse voir ça comme un cadeau pour grandir dans sa pratique d'enseignant. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu expérimenter pendant une dizaine d'années dans l'enseignement en Scandinavie. J'ai, au travers du Family Lab, j'ai de nombreux contacts avec les enseignants en Allemagne, dans des pays d'Europe centrale, en Finlande également. La relation, elle est essentielle, c'est la base. Sans relation, il n'y a pas d'apprentissage possible. Et de la même manière que dans la relation entre un adulte et un enfant au sein de la famille, c'est l'adulte qui est le seul responsable de la qualité de la relation, je vais le dire aussi, et peut-être ça va provoquer certains enseignants, mais dans la classe, le seul responsable de la qualité des relations, c'est l'enseignant. C'est lui qui est responsable de l'environnement. Ça ne veut pas dire que si ça foire tous les jours dans la classe, ça ne veut pas dire que c'est la faute de l'enseignant, mais ça veut dire que s'il y a quelque chose de récurrent qui vient se manifester dans les relations au sein d'un groupe classe, entre les élèves ou entre les élèves et l'enseignant, c'est à l'enseignant de faire un pas de côté pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Oui, ça peut venir d'un enfant qui est en difficulté et qui va donc exprimer des choses difficiles, peut-être de l'agressivité, etc. Peut-être que c'est l'environnement, peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre du système aussi qui porte en lui une violence tant envers les enfants qu'envers les adultes. Peut-être aussi, parfois, c'est la posture de l'adulte qui induit quelque chose d'agressif. Donc, voilà, c'est pas l'adulte qui est coupable, mais l'adulte, il est responsable de la qualité de l'environnement qu'il crée pour les apprentissages. Donc ça serait pour moi, parce que les enfants passent aujourd'hui plus de 20 000 heures de leur vie dans des structures pédagogiques, c'est pour moi essentiel qu'on s'intéresse à la qualité des relations dans ce milieu-là. Donc si j'avais une baguette magique, ce serait de pouvoir comme ça d'un seul coup faire prendre conscience au monde des professionnels de l'éducation que voilà, ils ont leur part à jouer
et écoutons les enfants, prenons-les au sérieux, prenez-vous vous-même en tant que professionnel au sérieux pour demander aussi des formations, parce que ça demande des formations. C'est sûr, punir, mettre au coin, mettre une colle, ça se fait très vite. Le résultat, il peut paraître immédiat parce que, bah oui, on obtient la soumission de l'élève et puis là, d'un seul coup, c'est le calme dans la classe. Mais ça crée en fait, au fond, un profond désordre. Se former à la relation, bah, c'est un travail sur le long terme qui demande un investissement à la fois personnel, mais aussi un investissement en temps et en argent de la part, après, là, des instituts de formation, bien entendu. Mais je crois que ça en vaut la peine, parce que c'est un investissement sur le long terme, et ça amène l'épanouissement des enfants, des apprentissages qui seront beaucoup plus conséquents et meilleurs, et puis des adultes, je crois, qui seraient en bien meilleure santé, parce que je crois qu'il y a aussi aujourd'hui beaucoup d'adultes dans le milieu de l'enseignement qui sont en souffrance, parce qu'ils n'ont pas peut-être les outils ou la formation nécessaire ou le temps nécessaire pour prendre du recul sur ce qu'ils vivent au quotidien dans la relation aux enfants. Donc je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Donc ce serait vraiment mon souhait, que ça puisse évoluer. Alors merci beaucoup David pour ces paroles très justes et qui sont profondément respectueuses. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. J'aimerais que ce souhait soit réaliste pour toi, pour nous, pour nos enfants, et pour qu'ensemble on construise en tout cas un monde où chacun puisse avoir sa place avec dignité. Ouais. Je crois que merci de votre retour. Je crois que c'est aussi, en fait, on est nombreux à être en chemin, tant parents que professionnels. Il y a énormément de professionnels, tant dans le milieu de la petite enfance que dans le milieu scolaire, qui veulent ça, qui veulent aller vers ça, qui expérimentent déjà beaucoup ce type de relation. Après, on a besoin tous d'être soutenus, de se soutenir, tant parents et professionnels, parce qu'en fait, on est là ensemble autour des enfants. Donc, il nous faut travailler aussi à cette relation de confiance entre le milieu professionnel et le milieu familial, pour ne pas rentrer dans une opposition. Il y a les enseignants d'un côté et puis les parents de l'autre, les uns qui seraient, comme on dit, qui auraient abandonné leur mission éducative, et puis les autres qui seraient que dans le répressif. C'est pas ça. On est tous en chemin, on est tous en train d'expérimenter là, et les enfants, c'est ça le cadeau qu'ils nous font, c'est qu'ils nous amènent à nous rencontrer autrement. Et je crois que c'est ce qui est le plus beau à vivre aujourd'hui, même si ça nous pousse dans nos retranchements en profondeur. Mais ça nous fait tous grandir, et c'est ça qui est le plus chouette. Et sur le long terme, de voir comment je vois comment mes propres enfants, mais aussi des jeunes que j'accompagne depuis des années. Je sais que c'est pas un résultat direct, que ça se fait sur le long terme, et que c'est aussi souvent le défi de nos métiers, c'est qu'on ne voit pas le résultat tout de suite. Mais peut-être que 10 ans, 15 ans après, on croise un jeune dans la rue, et puis ah, monsieur un tel, ou ah, madame un tel, oh, je me souviens de vous, vous étiez un super prof. Et en fait, dans ces cas-là, c'est vraiment, vous voyez, c'est le côté affectif qui ressort, parce que c'est ce qu'il y avait là dans la relation. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est sur le long terme et qu'on ne voit pas forcément directement dans le quotidien. C'est le défi de nos métiers, mais c'est ce qui en fait la richesse aussi. Voilà. Merci en tout cas pour ce temps d'échange. Merci à toi, David.